Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les travaux de la Commission des Affaires étrangères du Sénat qui est présidée par le sénateur Les Républicains, ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Hier, les sénateurs de la Commission ont auditionné l'un des plus grands spécialistes du monde arabe, du Moyen-Orient, le professeur Henri Laurence, professeur au Collège de France où il est titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Henri Laurence a été interrogé par les sénateurs principalement sur 3 points. D'abord, la crise israélo-palestinienne. Va-t-on vers une troisième intifada? Ensuite, sur la crise syrienne et sur la place de Bachar el-Assad dans le processus de transition démocratique. Et enfin, la rupture entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Rupture entre les chiites et les sunnites. Tout de suite, donc, retour à cette audition qui s'est tenue hier matin au Sénat. Monsieur le professeur, vous avez déjà contribué, y compris donc sur le rapport du président Cambon, à nos travaux. On connaît la pertinence de votre analyse et nous sommes très intéressés par les échanges que nous voudrions avoir sur cet Orient très compliqué. Je signale aux uns et aux autres que cette audition est retransmise en direct sur le site internet du Sénat et donc un enregistrement sera consultable à la demande sur ce site. Je signale ce point pour que tous les orateurs soient bien toujours informés quand il y a une retransmission Internet, puisque nous avons vu dans un certain nombre de réunions diplomatiques, y compris par exemple pour les propos de l'ambassadeur Orlov l'autre jour, qu'un ambassadeur a été convoqué dans un pays pour expliquer pourquoi l'ambassadeur devant le Sénat avait tenu ce type de propos. Donc c'est la vertu d'Internet qui fait que, comme cela, il y a une pénétration de nos débats dans la vie diplomatique très opérationnelle. Alors venons-en à ces débats. Les sujets sont multiples. Il y a au moins 3 grands écrans que nous voudrions essayer d'éclairer plus particulièrement. Le conflit israélo-palestinien, des initiatives récentes ont été prises, notamment françaises, mais on a quand même le sentiment que les choses continuent à se détériorer. Sommes-nous à la veille, troisième intifada, cette fois-ci au couteau? Comment voyez-vous les choses et comment sortir de ces impasses? Est-ce qu'une énième relance du processus de paix est aujourd'hui perceptible à un horizon saisissable? Ensuite, la crise syrienne. Donc, la crise syrienne et le processus de transition politique, comment vous voyez ce processus, comment la place de Bachar al-Assad peut se définir dans ce dispositif complexe, dans ces négociations, avec l'impact naturellement des différentes autres tensions qui ont pu se développer entre les États-Unis et la Russie, entre la Russie et la Turquie, entre l'Iran, l'Arabie saoudite, etc. Et donc ces complexités imbriquées. Et puis ce conflit, cette rupture, plus exactement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et peut-être plus généralement donc entre le monde sunnite et le monde chiite, comment est-ce que vous analysez ces désaccords qui pourraient être des désaccords fondamentaux ou simplement des ambitions et des rivalités incompatibles sur un plan régional avec des rivalités qui font que les intérêts des uns des autres l'emportent sur la situation elle-même de la Syrie et de sa confrontation avec Daesh. Un grand merci pour votre présence. Ce que je vous propose, c'est peut-être que faire un exposé initial et qu'ensuite on pourra avoir un certain nombre de questions. Mes collègues sont très curieux de vous entendre, donc peut-être une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, puis ensuite un débat avec les membres de notre commission. En tout cas, monsieur le professeur, nous sommes très sensibles à votre présence et nous vous faisons part de notre gratitude pour cela. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, on m'a demandé un exposé peut-être d'abord de cadrage général avant peut-être de revenir sur les domaines spécifiques que vous venez
d'évoquer. La première chose, moi je suis un historien, c'est qu'en gros cette région dite monde arabe, Proche-Orient, Moyen-Orient, est dans un système politique depuis, disons, la fin du XVIIIe siècle, qui est construit dans un jeu permanent d'ingérence et d'implication des puissances locales, régionales et internationales. C'est-à-dire que quand vous êtes un acteur sur cette scène, que vous êtes dans un rapport de force avec des compétiteurs, vous allez faire nécessairement appel à des forces extérieures pour compenser un rapport de force défavorable et ainsi de suite. Au XIXe siècle, par exemple, ça pouvait descendre au niveau d'un village dans la montagne libanaise. Vous pourriez avoir un paysan druze et un paysan maronite qui se bagarraient. Ça provoquait l'intervention du consul de France qui était protecteur des Maronites, du consul d'Angleterre qui était protecteur des Druzes. Ça remontait à Constantinople si on n'arrivait pas à se mettre d'accord à Beyrouth, et ça se remontait à Paris et à Londres si on n'arrivait pas à se mettre d'accord à Constantinople. De façon générale, c'est dans le code génétique de la politique régionale. Saddam Hussein perd la guerre avec l'Iran, il implique les Occidentaux à venir à son aide. On envoie une escadre dans le Golfe et l'intervention occidentale conduit à la fin de cette guerre. Mais quand le même Saddam Hussein annexe le Koweït, l'Arabie saoudite implique les puissances occidentales et autres pour créer une coalition internationale pour reprendre le Koweït et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, tout acteur utilise un réseau d'alliances à plusieurs niveaux et en particulier pour construire ces alliances, les acteurs développent soit des discours d'intérêt commun, bénéfices géopolitiques, etc., l'Égypte protectrice du canal de Suez, et ainsi de suite, soit des raisons idéologiques. Nous défendons une culture, une position politique proche de votre bloc, soit un appel humanitaire urgent par rapport à une catastrophe humanitaire en cours. On voit ça, par exemple, dans la situation syrienne aujourd'hui. Donc ça, c'est le cadrage général. Sur le point le plus récent, nous sommes encore dans les conséquences de la fin des années 1970 qui ont eu une recomposition régionale extrêmement importante alors qu'on était encore en guerre froide. C'est donc l'année 1979 qui est l'année clé pour la compréhension des événements régionaux, puisque c'est l'année de la révolution iranienne, de la création de la République islamique de Téhéran. Et à dire vrai, les Occidentaux longtemps n'ont pas compris l'ampleur de la transformation. Certes, M. Brzezinski, à l'époque, a parlé d'un arc de crise allant de l'Indonésie à la Méditerranée, dans lequel il identifiait dans toutes ces crises en cours des musulmans. Mais on l'avait encore perçu dans la vision qui était celle de la guerre froide, ainsi comme le président Carter a créé une force d'intervention rapide qui deviendra le Koweït et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, tout acteur utilise un réseau d'alliances à plusieurs niveaux et en particulier pour construire ces alliances, les acteurs développent soit des discours d'intérêt commun, bénéfices géopolitiques, etc., l'Égypte protectrice du canal de Suez, et ainsi de suite, soit des raisons idéologiques. Nous défendons une culture, une position politique proche de votre bloc,
soit un appel humanitaire urgent par rapport à une catastrophe humanitaire en cours. On voit ça par exemple dans la situation syrienne aujourd'hui. Donc ça, c'est le cadrage général. Sur le point le plus récent, nous sommes encore dans les conséquences de la fin des années 1970 qui ont eu une recomposition régionale extrêmement importante alors qu'on était encore en guerre froide. C'est donc l'année 1979 qui est l'année clé pour la compréhension des événements régionaux, puisque c'est l'année de la révolution iranienne, de la création de la République islamique de Téhéran. Et à dire vrai, les Occidentaux longtemps n'ont pas compris l'ampleur de la transformation. Certes, M. Brzezinski, à l'époque, a parlé d'un arc de crise allant de l'Indonésie à la Méditerranée, dans lequel il identifiait dans toutes ces crises en cours des musulmans. Mais on l'avait encore perçu dans la vision qui était celle de la guerre froide, ainsi comme le président Carter a créé une force d'intervention rapide qui deviendra ensuite le CENTCOM. C'était non pas pour intervenir contre l'Iran, mais pour protéger l'Iran contre une invasion soviétique. Donc, il a fallu attendre 1990 pour que les plans de combat de CENTCOM commencent à s'intéresser aux acteurs régionaux comme menace et non pas contre l'Union soviétique. 1979, c'est aussi l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et évidemment, on va avoir une double conséquence des événements de 1979. D'une part, la révolution iranienne a eu une volonté hégémonique sur l'ensemble du monde musulman, en expliquant que ils avaient réussi et qu'ils pouvaient prendre en gros la direction du monde musulman et en même temps et montrer aux différents mouvements islamistes présents dans le monde musulman que la prise de pouvoir était possible. Jusqu'à 1979, aucun islamiste n'avait pris le pouvoir, donc ça pouvait être ce qu'on aurait pu appeler des révolutionnaires sans révolution. À partir de 1979, il y a bien une raison de prise de pouvoir, ce qui d'ailleurs déclenche immédiatement des véritables guerres civiles en 79-82 en Égypte, Irak et Syrie. 3 tentatives de prise de pouvoir par les islamistes, 3 tentatives qui ont été liquidées dans le sang, même si ça conduit à l'assassinat de Sadat en 1981. Mais surtout, cette évolution hégémonique des chiites sur l'islam a provoqué une réaction sunnite qui s'est construite dans le djihad afghan, donc avec notre soutien. Il y a une photo célèbre présentant le président Reagan au Salon Ovale, recevant des chefs de la résistance afghane en tenue afghane. Donc, ce djihad contre l'Union soviétique, ce djihad afghan, était composé d'une part d'Afghans, mais on a vu arriver des volontaires de l'ensemble du monde musulman et en particulier du monde arabe. Je m'excuse auprès de certains, mais j'utiliserai le terme technique jusqu'à aujourd'hui, de brigadistes pour ce genre de volontaires qui accourent du monde entier pour défendre une cause, même si ça peut être estimé injurieux pour les brigades internationales de la guerre d'Espagne. Donc, ces brigadistes qui étaient à Peshawar et qui étaient arabes ont construit une doctrine mortifère et une pratique politique
du djihad, c'est-à-dire qu'ils le faisaient moins eux-mêmes qu'ils n'en étaient les doctrinaires ou les intellectuels. Il y avait en particulier des Égyptiens, des Saoudiens, le fameux Ben Laden, et des Palestiniens dans ce groupe. Après l'effondrement du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, ces djihadistes qui ont estimé, peut-être à tort, qu'ils étaient responsables de l'effondrement de l'Union soviétique, ont pensé qu'ils pourraient retourner l'arme contre l'Occident, et on est passé du djihad afghan au djihad international dans les années 1990. Ce djihad international a été représenté en particulier par Ben Laden et Al-Qaïda, mais je pense que l'expression djihad international est plus explicite que le terme Al-Qaïda. Néanmoins, le terme Al-Qaïda est intéressant parce qu'en réalité, je ne sais pas s'il l'a fait directement, mais Ben Laden a trouvé ou repris la théorie du Foucault de Che Guevara. Quand j'ai dit ça à Régis Debray, il était furieux, mais c'est la réalité. Régis m'a dit, mais c'est moi qui ai inventé la théorie du Foucault, c'est-à-dire créer des multiplicités de lieux de combat pour épuiser l'adversaire impérialiste un peu partout dans le monde. Et c'est ce qu'a fait très sérieusement le djihad international en allumant des fronts de combat dans le Caucase, en Bosnie, et un peu partout, évidemment, dans un autre contexte au Cachemire, et ainsi de suite. Et là, on doit dire qu'avec une gentillesse extraordinaire, M. George W. Bush lui a offert l'Irak en 2003. Et donc, là où il n'y avait pas de djihadistes, il a permis au djihad international de s'engouffrer dans l'affaire irakienne. Et dans ce contexte de l'affaire irakienne, le djihad version Ben Laden s'est transformé progressivement dans une organisation rivale qui s'est construite, mais à partir de la même expérience, qui porte le nom d'aujourd'hui d'État islamique ou de Daesh. Mais la différence, c'est que Daesh fait aussi une politique de territorialisation politique, en faisant la conquête d'un territoire, ce que, au contraire, le djihad de version Ben Laden, lui, c'était la multiplication des fronts un peu partout. Mais je pense que nous aurons à revenir sur ces questions. L'autre point, je n'ai pas le temps d'expliciter ici, c'est évidemment l'effondrement de l'autoritarisme arabe en 2011 avec le fameux printemps arabe. Le printemps arabe est probablement la seule révolution dans l'histoire qui n'est pas faite au nom d'une utopie, mais au nom d'une volonté de normalité. Les gens qui se sont révoltés en 2011 se sont révoltés pour avoir une vie normale dans une société libre et à peu près démocratique, avec évidemment l'adaptation aux réalités culturelles locales. Donc le souhait profond des populations, c'est bien ce souhait de normalité. Ça n'a pu fonctionner dans les premiers mois de 2011 que parce qu'il y a eu comme suspension de la géopolitique et donc le fait que les acteurs étaient purement locaux. Mais dès l'intervention occidentale qui était à mon avis justifiée en Libye, la notion de géopolitique est revenue, c'est-à-dire qu'on est revenu dans un jeu d'implication et d'ingérence, et puis ensuite ça a été la catastrophe syrienne absolument absolue, qui est qu'à partir du moment où le régime de Bachar el-Assad est parti dans une logique éradicatrice de son opposition, l'opposition ne pouvait devenir qu'une opposition armée, et depuis 2011, l'affaire syrienne fonctionne comme un trou noir qui happe
tout l'environnement régional puis international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une coalition occidentale, une coalition arabe et une coalition menée par les Russes, avec le soutien de l'Iran, mais dans chacune des coalitions, chacun regarde son pseudo-allié avec méfiance. Donc, c'est vraiment cette catastrophe qui est absolue et dont nous payons les conséquences de façon dramatique sur deux choses. Bon, la première, évidemment, c'est la propagation des attentats du djihad international, cette fois-ci version État islamique et non plus version Qaïda, dans le monde occidental, avec, dans une certaine mesure, ce qu'on a pu appeler avec un humour noir une ubérisation du terrorisme. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de créer un réseau, de préparer des gens pour organiser une attaque. On suscite l'attaque par de la propagande sans qu'il y ait une connexion nécessaire avec un centre qui donne des ordres, d'où la notion d'ubérisation du terrorisme. Bon, les attentats de Paris, ce n'était pas une ubérisation, c'était préparé à l'avance, mais ce qui s'est passé par exemple à Marseille il y a 2 jours, c'est une ubérisation du terrorisme. Donc ça nous coûte très cher pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre sécurité, pour notre économie, et ainsi de suite. La seconde chose, c'est que l'ensemble des conflits régionaux, Irak, Syrie, plus tous les conflits annexes, a provoqué un départ massif de population. Et ces départs massifs de population, c'était tout à fait prévisible. Moi, je l'ai énoncé dès 2012-2013, et on a été apparemment surpris de les voir arriver en 2015, mais c'était déjà clair, il y a 2 ans, qu'on allait voir ce déclenchement de millions de personnes qui fuient la région. Ces millions de personnes qui fuient la région, nous savons qu'ils nous posent des problèmes parce que d'un côté, nous avons une situation humanitaire catastrophique, des scènes épouvantables qui nous arrivent en particulier de la Méditerranée, mais de l'autre côté, nous avons, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement condamnables, un rejet massif de grande partie des populations européennes de l'arrivée de ces migrants. Alors, qu'est-ce que nous enseignent ces migrants? Bon, évidemment, la première chose, c'est que les gens fuient les zones de guerre. C'est classique. Mais pourquoi ils sont partis en 2015 et pas en 2013 pour la zone syrienne? C'est qu'en 2013, ils avaient encore quelques espérances qu'il y aurait un retour à l'ordre, un rééquilibre social. En 2015, les gens partent parce qu'ils n'ont plus d'espérance sur place. Mais ça touche même les zones qui ne sont pas en guerre. J'ai été très frappé il y a quelques semaines. Il y a eu une famille de la banlieue sud de Beyrouth qui a perdu la moitié de ses membres dans un naufrage en Méditerranée. On les a ramenés au Liban, les pauvres. Mais c'était quand même significatif qu'une famille entière venant de la banlieue sud, qui est encadrée par le Hezbollah, qui est donc une société extrêmement structurée, soit partie à prendre des risques d'une traversée clandestine de la Méditerranée en période automnale, c'est-à-dire en période de mauvais temps en Méditerranée. Donc les gens veulent une vie meilleure, ça c'est ce que veut le peuple, si j'ose dire, massivement dans la région. Et je crois que l'une des clés de la migration actuelle, c'est justement la même chose que pour le printemps arabe, c'est-à-dire la volonté d'avoir une vie normale, mais avec le constat terrifiant qu'on ne peut plus avoir une vie normale dans le pays dans lequel
on réside. Je crois que j'ai fait mes 20 minutes, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le professeur. Gaëtan Gors demande la parole et il l'a. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, vous avez dit au tout début de votre propos qu'au fond, une large part de la situation dans la région était liée à l'intervention, sollicitée ou non, d'un certain nombre de puissances qu'on aurait qualifiées par le passé de coloniales, qui sont aujourd'hui des puissances européennes ou occidentales. Est-ce que vous avez le sentiment que ces puissances en ont tiré la leçon et que la manière dont elles interviennent aujourd'hui dans la région répond à un esprit de responsabilité, ou est-ce qu'elles ne sont que le prolongement des préoccupations antérieures d'un partage d'influence politique, géopolitique, économique, commerciale? Est-ce que vous avez le sentiment, au fond, que se dessine dans l'esprit de ceux aujourd'hui qui sont à la manœuvre sur les opérations militaires qui sont décidées en Irak et en Syrie, quelque chose qui correspond à une autre vision de la région et de son évolution, et pas simplement le rétablissement d'un minimum d'ordre, si possible, sur lequel il garderait une influence? En clair, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous avez le sentiment que s'esquisse une vision de cette région qui tienne compte à la fois de l'attente des populations, comme vous l'indiquiez, des phénomènes que produisent les guerres qui se sont déroulées, c'est-à-dire d'une tendance à la morcellisation de ces territoires, une difficulté à assurer leur intégrité territoriale, qui explique l'attitude de nombreux États, qui ont évidemment des préoccupations contradictoires, qui veulent s'associer à une démarche éventuellement de lutte contre l'organisation État islamique, mais qui derrière ont des préoccupations de ne pas voir émerger qui un État kurde, qui une partition de son propre territoire. J'aimerais votre sentiment sur ce point. Deuxième question très rapide. Selon vous, quelle est la nature exacte de l'organisation État islamique? On l'a qualifiée de différentes manières, des barbares, des fascistes islamiques. Elle a une dimension politique. Est-ce qu'on peut caractériser cette dimension politique? Elle intervient dans le prolongement de la crise du nationalisme arabe. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut établir, ou est-ce qu'il faut se garder de ce genre d'interprétation? Et enfin, dernier point, la crise aujourd'hui a mis de côté depuis quelque temps l'affaire palestinienne sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Est-ce qu'on peut considérer, c'est le sentiment qu'on en a quand on regarde la situation de la région, qu'elle est désormais marginale, qu'elle est périphérique dans l'esprit des différents acteurs? Est-ce que c'est votre sentiment? Oui. Monsieur le professeur, vous nous aidez à décrypter une carte éminemment complexe, car une multiplicité d'acteurs se superposent et interagissent les uns contre les autres. Et finalement, l'actualité évolue à une telle vitesse qu'il y a un mois, on n'aurait peut-être pas tenu les mêmes propos quand on voit, par exemple, ce qui est en train de démarrer, de se passer ou de se poursuivre entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Pendant très longtemps, toute cette région du monde était dominée par des régimes laïques, bassistes, je pense à l'Irak, à la Syrie, qui au moins avaient pour conséquence d'assurer une forme de paix, même si ce n'était pas un exemple de démocratie. Or, de plus en plus, la dimension religieuse a transformé un petit peu les choses, et on le voit bien dans cette affaire qui secoue l'Arabie et l'Iran, et dont on dit bien que ce n'est que la répétition ultime du conflit entre chiites et sunnites. Donc, en quelque sorte, une primauté du religieux sur la politique. Comment voyez-vous l'évolution de ces rapports, puisque ce sont quand même deux poids lourds de la région, possédant de nombreux moyens, y compris économiques? Et j'aurais aimé votre sentiment aussi sur l'évolution d'un autre acteur, qui est la Turquie, pour décrypter un petit peu la manière dont vous voyez le rôle et l'intervention de ce pays dans la géopolitique de cette région. Oui, professeur, merci de votre exposé qui nous permet de remettre des choses en perspective dans un contexte extrêmement fluctuant et très difficile à appréhender. Vous êtes beaucoup intéressé à la question palestinienne, vous intéressez aux relations entre Israël et Palestine dans une vision de durée. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel où le processus de paix est, qu'on puisse dire, au point mort, au regard des événements qui se passent actuellement à Jérusalem, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'infiltration, je ne sais pas quel est le mot, de récupération de Daesh, de la cause palestinienne, par Daesh, pardon, de la cause palestinienne? C'est ma première question. Deuxième question, sans vous demander de lire dans le marc de café, quelle évolution présagez-vous de la crise actuelle entre l'Arabie saoudite et l'Irak? Merci. Je vais corriger de moi-même, ne vous inquiétez pas.
Donc la première question sur l'attitude des grandes puissances sont-elles bonnes et sales pour nous? Je crois que la question ne se pose pas en ces termes parce qu'ils sont en même temps indispensables. Je veux dire, nous souffrons autant de l'interventionnisme de la période de George W. Bush que du non-interventionnisme de la période du président Obama, dans la mesure où ce jeu d'ingérence et d'implication ne peut fonctionner correctement que si ça crée une sorte de régulation, ce qu'au XIXe siècle on appelait les congrès européens, Paris, Berlin, etc. Les entretiens des deux superpuissances à l'époque de la guerre froide, etc. Et ce dont nous souffrons fondamentalement, c'est une absence de régulation. Et la catastrophe a été de 2013, quand le président des États-Unis s'est retiré après avoir dit qu'il y avait des lignes rouges et qu'il n'a rien fait, où il a saisi la porte de sortie, en quelque sorte, que lui proposait la Russie. C'est-à-dire, on inspecte les armes chimiques, ce qui revenait à autoriser le président Bachar el-Assad à massacrer sa population par tous les moyens, sauf des armes chimiques. C'est ça le message qu'on a envoyé. En 2013, et si vous voulez, quand vous poussez dans leur retranchement les gens de la région, ils montrent combien ils sont pris dans leurs contradictions. Il y a une quinzaine d'années, j'avais organisé un colloque avec la branche culturelle de Hezbollah. J'avais comme président de séance le numéro 2 du Hezbollah, le Cher Al-Qassem. On m'avait demandé de parler de la question de l'Europe et de la Palestine. J'ai donc énuméré toutes les erreurs et catastrophes que l'Europe a pu faire sur le sujet depuis 2 siècles. Et puis ensuite, je leur ai dit, mais vous voulez qu'on intervienne encore? Et là, ils étaient très embêtés. Parce qu'en fait, ils souhaitent qu'on intervienne, hein, puisqu'on est justement dans ces jeux d'ingérence ou d'implication. Disons que c'est dans le code génétique. On ne peut pas ne pas avoir des ingérences et des implications dans la région. Je dis souvent à mes étudiants que le jour où on cessera d'utiliser le terme Moyen-Orient, qu'on parlera d'Asie occidentale comme le fait l'ONU, à ce moment-là, ce sera la démonstration qu'il n'y a plus de conflit dans cette région du monde, puisque le concept de Moyen-Orient est un concept politique. En ce qui concerne sunnites et chiites, il est évident, évidemment, qu'il y a des héritages théologiques et des passés douloureux, un peu équivalents à ce qui peut être catholique et protestant dans l'histoire européenne, que l'islam a connu l'équivalent des guerres de religion à peu près à la même période que les guerres de religion en Europe, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle. Pour le Proche-Orient, c'était les fameuses guerres entre l'Iran chiite et l'Empire ottoman sunnite. Au XIXe siècle, vous avez plutôt eu des tentatives œcuméniques ou concordistes, surtout à la fin du XIXe siècle, entre ces deux branches de l'islam. Et là, ça renvoie, c'est un autre sujet, à la question du réformisme musulman. Dans sa branche moderniste, vous avez eu un concordisme entre sunnites et chiites, mais dans sa branche, disons, conservatrice ou fondamentaliste qui donne les salafites d'aujourd'hui, au contraire, la distance s'est accrue. Dans les années 1950, dans le monde arabe, les chiites étaient les plus pauvres et étaient la clientèle de base du Parti communiste. Au Liban ou en Irak, c'était les chiites qui formaient la base sociale des partis communistes, qui étaient souvent encadrés par des intellectuels chrétiens. Ce qui d'ailleurs a amené justement la réaction politique du haut clergé chiite en Irak, qui est entré en politique, non pas contre l'impérialisme occidental, mais contre la propagande communiste dans la base sociale des religieux chiites. Ce qui a donc amené ensuite les mécanismes qui ont conduit à la révolution iranienne de 1970, qui est plus qu'une révolution iranienne, puisqu'elle a aussi un versant libanais et un versant
irakien. Mais je dis que c'est plus une réaction au départ contre la rivalité communiste que contre l'Occident qui a amené cette entrée en politique des religieux chiites. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler nécessairement, enfin, d'une essence conflictuelle. Il est évident que dans la région actuellement, tout ce qui est religieux est politique et tout ce qui est politique est religieux. C'est une chose que ce soit chrétien, juif ou musulman, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a confusion des deux univers et nous n'y pouvons rien, sinon évidemment le regretter. Évidemment, ça construit des bases identitaires pour les groupes d'un côté et de l'autre côté, ça renvoie à des histoires. Je fais toujours une comparaison. Si un jour nous avions une raison quelconque pour faire la guerre à la Grande-Bretagne, nous serions en train de hurler dans les rues de Paris, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'on mobilise le passé et des affaires religieuses pour des actions politiques. Pour la version palestinienne, vous avez, je crois que les Palestiniens ont fermé le dossier. Ils ne croient plus en processus de paix. Fondamentalement, la question qu'on se pose en Israël et en Palestine, c'est savoir si l'autorité palestinienne va survivre dans les mois à venir ou si elle va survivre à la disparition physique du président de l'autorité palestinienne qui a déjà 80 ans, qui est actuellement en bonne santé, mais je veux dire, il n'a pas été réélu depuis une dizaine d'années, donc s'il disparaît, quelle légitimité il y aura à cette autorité palestinienne et de façon générale, elle a perdu ses bases sociales, bien que les gens l'acceptent encore, dans la mesure où elle fournit des services à la population et le réceptacle de l'aide étrangère. Mais elle n'a plus de soutien politique dans la population. Ce en quoi les Palestiniens semblent espérer aujourd'hui, c'est d'utiliser une nouvelle gamme d'armes, ce qu'ils ont très peu utilisé jusqu'ici, qui serait un peu, en quelque sorte, un mélange de procédures juridiques internationales et d'appel au boycott des produits israéliens. Et en ce sens, la campagne BDS est extrêmement importante, mais là aussi, ça va interagir avec nous. D'ailleurs, on a vu récemment un arrêt de la Cour de cassation qui pose beaucoup de problèmes en ce qui concerne ces questions de boycott. En ce qui concerne l'État islamique et le conflit palestinien, pendant longtemps, le djihad international ne pouvait pas accéder en Palestine parce qu'il y avait une barrière qui était celle de Hezbollah. Le Hezbollah était... il faut bien comprendre que le djihad et les chiites, c'est pire que entre... l'ennemi numéro un du djihad international, ce sont les chiites. Ensuite, vous avez les juifs et les croisés. Donc, paradoxalement, le Hezbollah avait interdit tout accès au djihad international à la frontière palestinienne, ce qui faisait qu'il y avait des djihadistes dans le nord Liban, dans la région de Tripoli et dans le Raqqa, mais il n'y en a jamais eu au Liban Sud parce qu'ils n'étaient pas permis d'entrer au Liban Sud, c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, l'effondrement syrien fait que maintenant, vous avez des djihadistes à proximité du Golan. Alors, est-ce que ce sont des vrais, des pas vrais? Est-ce que ce sont des gens... Enfin, c'est toujours compliqué pour identifier des groupes qui se battent en Syrie, mais pour la première fois, Israël a un contact direct avec le djihad international, c'est en territoire syrien. Et puis maintenant, vous en avez aussi dans le Sinaï. D'où le fait que ces djihadistes du Sinaï, quelles sont leurs relations avec le Hamas? Elles sont complexes, parce que le Hamas, dans la bande de Gaza, lui, élimine les djihadistes.
parce que ce sont des rivaux politiques. Et donc la grande peur de Hamas, c'est de trouver de plus radical que lui. Et donc il mène une répression de fer dans la bande de Gaza contre toute apparition de mouvements djihadistes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas des relations compliquées avec les djihadistes du Sinaï qui font du trafic divers avec lui dans cette situation. Mais donc, en effet, l'État islamique, enfin le djihadisme, a atteint maintenant la frontière de la Palestine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Bien, mes chers collègues, j'ai beaucoup de demandes de parole, alors essayez de faire vite. Josette Durieux. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur. Dans cette Asie occidentale, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, vous avez bien rappelé la responsabilité des puissances occidentales dans leurs différentes ingérences au cours de l'histoire. Alors on mélange toutes les notions, à juste titre, de peuple, de nation, d'État, de territoire, et si on remet les choses dans l'ordre, parce que pour avoir un État, il faut un peuple, une nation sur un territoire. J'ai envie de vous poser quelques questions. La première, que reste-t-il du nationalisme syrien si on voulait reconstituer l'État syrien? Deuxièmement, il y a un territoire kurde, un peuple kurde, et des divisions. Ce conflit pourrait-il s'achever une nouvelle fois sans que les Kurdes n'aient rien, y compris la portion du territoire syrien dominé par le PID? Troisièmement, Daesh ne s'est pas trompé. D'entrée, ils ont dit qu'ils étaient un État islamique du Levant. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas retenir cette notion d'État. Ce conflit pourrait-il se terminer si on n'éradique pas Daesh par l'existence d'un État résiduel, comme l'accepterait bien fort probablement si on lit entre les lignes à la fois la Turquie et la Russie? Et enfin, en ce qui concerne la Palestine, on a tout. Il suffit de le reconnaître, l'État. Il ne faut pas attendre la mort de Mahmoud Abbas. Comment contraindre Netanyahou? Alain Joyandet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur, pour votre exposé très éclairant. J'ai retenu 2 ou 3 choses dans ce que vous avez dit. On a autant souffert de l'action de Monsieur Bush que de l'inaction de Monsieur Obama. Ensuite, vous avez dit tout ce qui est religieux est politique, tout ce qui est politique est religieux. Ensuite, vous avez dit par rapport à l'histoire, enfin, au fond, c'est dans notre interventionnisme est dans nos gènes, et quand on n'y va pas, on nous le demande. Donc, c'est vraiment une situation très, très compliquée, que vous expliquez d'une manière très simple, avec votre vérité. Et donc, merci pour cet éclairage. Mais compte tenu de tout ça, je voulais vous poser une question, mais vous avez déjà un peu répondu. Une question assez simple. Au fond, aujourd'hui, comme vous avez cette vision et cette analyse, ces certitudes, si vous étiez conseiller de l'Occident ou conseiller du président de la République française, vous lui conseilleriez de faire quoi? Alain Néry. Oui, professeur, je voulais vous poser une question sur les relations avec la Palestine, mais ça a été fait par mes collègues. Mais ma deuxième question est quel risque court-on de voir le djihadisme s'étendre d'une façon beaucoup plus importante sur toute la partie du Maghreb, Tunisie, Maroc et Algérie. Et plus particulièrement, l'inquiétude concerne l'Algérie à partir du moment où nous risquons d'arriver dans une période un peu plus instable en Algérie, avec la chute du prix du pétrole qui s'accélère, donc une baisse des ressources et des difficultés sûrement sociales en Algérie, avec des ressources moindres pour mettre en place une politique sociale. Deuxièmement, le risque de voir la succession du président Bouteflika peut-être s'ouvrir dans des délais relativement proches et à ce moment-là créer aussi une période d'incertitude en Algérie, voire d'instabilité. Et est-ce qu'on a des craintes de voir justement l'État islamique, Daesh, s'engouffrer dans cette brèche, avec des conséquences graves, bien entendu,
pour tout l'Occident, puisque je suis persuadé que nous devons, nous, Européens, avoir une politique au niveau de tout ce qui est le pourtour de la Méditerranée. On sait qu'on a déjà de nombreuses réflexions dans certaines organisations internationales autour du Forum méditerranéen et de coopération avec les pays de l'Afrique du Nord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, merci pour votre intervention et d'éclairer notre commission. Vous avez situé l'année 79 comme une année clé, puisque vous avez souligné que c'est la première fois qu'un État islamique se créait. Ça a créé aussi des réactions en chaîne, et en particulier des réactions sunnites. Il y a eu, dans la première série des interventions, plusieurs de mes collègues sont revenus sur la question de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Et vous n'avez pas répondu à ce point-là. J'aimerais bien vous entendre sur votre sentiment sur la résolution de cette difficulté de rapprochement dans leur politique internationale de ces deux pays. J'ai compris que, évidemment, l'ingérence vous semblait être un élément incontournable. Donc, de cette ingérence, pour essayer de reconstituer en quelque sorte une logique d'action dans une ligne de paix, vous semble-t-elle à court terme envisageable, et comment vous vous projetez sur ces sujets, dans ces relations entre ces deux pays clés sur cette zone géographique? Merci. Barisa Chiari. On est à peu près maintenant dans la situation de l'Europe de la guerre de 30 ans, d'une guerre de tous contre tous, avec des violences extrêmement locales, parce que vous n'avez plus de force centrale. Y compris du côté du régime de Bachar el-Assad, ce n'est plus qu'un groupement de milices, et enfin c'est un autre groupement de milices, et de façon générale, chacun des acteurs tend à faire du nettoyage ethnique dans la zone dans laquelle il se trouve. C'est donc pour ça que la situation devient vraiment absolument catastrophique. Il n'y a pas un pouvoir central syrien porteur d'un projet syrien actuellement. Il y a un chef de gang mafieux, qui est Bachar el-Assad, qui entraîne avec lui dans sa perte sa communauté d'origine, qui est la communauté alawite, et les chrétiens qu'il a clientélisés. De l'autre côté, vous avez un agrégat de forces locales qui peuvent changer de discours et de référence en fonction des gens qui leur apportent des financements et des armes. Les seuls qui ont encore un projet syrien, c'est l'opposition syrienne en exil. Mais justement, elle n'est pas sur le terrain. En ce qui concerne l'Iran et l'Arabie saoudite, bien évidemment, l'Arabie saoudite, elle a toujours été paranoïaque dès sa création, sous sa forme actuelle, puisque nous sommes au 3e État saoudien en 2 siècles, et compte tenu justement qu'il y en a 2 qui ont été détruits au 19e siècle, on comprend que les Saoudiens ont mémoire de leur fragilité. Et en ce sens-là, que les fondateurs de l'Arabie saoudite actuelle, c'est-à-dire le père, le fameux Ben Saoud en Occident, a toujours pensé que l'Arabie saoudite ne pouvait fonctionner que s'il avait une protection étrangère. D'abord la Grande-Bretagne dans une certaine mesure, et ensuite les États-Unis après 1945. Et de façon plus générale, la stratégie de l'Arabie saoudite a été une stratégie de clientélisation ou de mercénarisation de ses soutiens extérieurs. En gros, l'un des moyens par lesquels on se paye des protecteurs, c'est en leur achetant des armes. Plus on achète des armes, plus les protecteurs viendront vous protéger. Et ça, c'est une vieille règle saoudienne. En plus, ça donne une commission de 5 à 10%, de 15% pour la famille royale. Enfin, ça, c'est dans les propos que je n'aurais pas dû mettre puisque ça va être sur Internet. Donc, ça, c'est les mécanismes fondamentaux de la politique saoudienne. L'Iran, c'est un peu la même chose, en un sens, puisque s'il n'y a pas eu 2 États iraniens détruits au 19e siècle, il y a eu en un siècle 3 invasions de l'Iran. Durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale
et durant la guerre Irak-Iran. Donc, indépendamment d'un mouvement révolutionnaire, on peut qualifier le régime iranien d'aujourd'hui de thermidorien, l'équivalent un peu du directoire de la Révolution française, mais un directoire qui durerait sans Bonaparte. Mais je vous rappelle, c'est un directoire qui envahissait la Hollande, l'Italie, et ainsi de suite. Donc, la volonté iranienne de se projeter sur les rives de la Méditerranée, d'être acteurs en Syrie, d'être un acteur en Palestine, etc., c'est un peu une stratégie, je propulse les conflits les plus loin possible de mon territoire, comme ça occupe les autres, et mon territoire devient moins vulnérable. C'est la même raison qui conduit aussi l'Iran, qui a été envahi plusieurs fois, de chercher une solution éventuelle dans l'armement nucléaire. Et ceci, évidemment, dépasse la question des régimes en place en Iran. Du coup, vous avez eu la défection américaine dans certaines mesures pour l'Arabie saoudite et ses alliés. L'accord sur le nucléaire était une trahison américaine. Donc, paradoxalement, ça a donné à l'Arabie saoudite une ouverture, enfin, une plus grande marge d'action. Pour la première fois, elle a agi toute seule. C'est ça qui, avec le changement de roi au début de l'année dernière, l'Arabie a parce que structurellement, le discours saoudien était toujours d'apparaître avoir agi comme contraint. En 1990, ça a expliqué que c'était les Américains et les Irakiens qui l'ont contraint. Tandis que ce qui s'est passé avec le changement de roi, c'est que l'Arabie saoudite a attaqué tout de suite, sans être contraint. Alors il faut dire que l'Iran, il a vraiment mis de l'huile sur le feu. Quand vous avez des responsables iraniens qui ont énoncé que, après que l'Iran contrôle Damas, Beyrouth et Bagdad, maintenant ils avaient Sanaa, c'est-à-dire que la 4e capitale arabe était tombée dans leurs mains, évidemment, la réaction a été violente de l'autre côté, et actuellement, l'Arabie saoudite est en train de remobiliser toutes les instances arabes à son service pour affronter l'Iran. Donc, on a dans le paradoxe qui est que l'accord sur le nucléaire, qui était censé pacifier la région, accélère au contraire les tensions et les violences régionales. Alors tout ça évidemment dans une situation régionale où l'économie s'effondre, puisque la rente pétrolière s'effondre. Il y avait un article très excellent ce matin dans le New York Times qui disait comment on va pouvoir continuer à combattre contre l'État islamique quand les Kurdes et les Irakiens n'ont plus d'argent dans leur caisse. Et la même chose pour les Russes. Les Russes, ils ont besoin d'urgent d'un règlement politique de la question syrienne parce que ça leur coûte entre 4 et 10 millions de dollars par jour. Cette affaire. Or, comme l'économie russe, elle aussi, sur le même impact que les autres, ils ne pourront pas éternellement financer cette guerre en Syrie. D'où le fait que les Russes poussent à un règlement politique, en essayant d'affaiblir la partie de l'opposition pour l'amener évidemment à céder dans le règlement. Il y avait un autre point de question. L'Algérie, je ne suis pas compétent. Là, je suis spécialiste de l'Orient arabe plus que du Maghreb. Je travaille sur le Maghreb colonial, mais pas sur le Maghreb indépendant, donc je n'oserais pas répondre. Je voudrais simplement revenir à un point que je n'ai pas eu le temps évidemment d'expliciter sur les curiosités du djihad international. Le djihad international est la rencontre incongrue des destructions des structures tribales qui vont du Pakistan à la Méditerranée. Si vous regardez la carte du djihad, vous voyez que ça part des zones tribales pakistanaises et ça va jusqu'à la Mauritanie. Et que c'est toujours en espace de population tribale que le djihad se construit, se territorialise. Mais paradoxalement,
là, on parle de ces gens qui sont dans les tribus, recrutent les brigadistes des banlieues de l'Occident. Donc c'est une rencontre totalement incongrue qui passe par un maniement extraordinaire de l'Internet, des images, etc. C'est extrêmement curieux. Je veux dire, il y a une maîtrise absolue de la communication, de la com, alors qu'en même temps, on est dans des structures sociales les plus archaïques. Bien, Paris Saccari, merci beaucoup, monsieur le professeur. Oui, Paris merci, monsieur le président. Merci, monsieur le professeur, pour votre exposé tout à fait intéressant. Moi, je voulais revenir sur, je voulais évoquer la relation américano-saoudienne qui a démarré en 1945 sur un accord entre les Saouds et Roosevelt sur un pétrole pas cher et sur la protection de la tribu des Saouds. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est remis en question avec l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis et l'accord trouvé à Téhéran sur le nucléaire? Ne pensez-vous pas qu'il y a un pivotement de la relation américano-saoudienne? Le premier point. Le deuxième point, sur la dimension religieuse. On assiste à un schisme puissant théologiquement et un sunnisme, alors qu'il est minoritaire, et un sunnisme majoritaire qui est faible théologiquement et qui est faible théologiquement et qui est virusé par la wahhabisation de l'islam. Alors d'aucuns pensent qu'il y a un rapport avec la guerre de succession et qu'on voudrait refaire un Kerbala 2 pour le leadership de l'islam. Et vous ne pensez pas que le pivotement américain, le premier point, pivotement américain, et deuxièmement, le regard que nous, occidentaux, portons sur le wahhabisme, avec les conséquences que ça fait jusque dans nos banlieues, ce ne serait pas une faille dans la maison des Saouds, une première faille dans la maison des Saouds? Merci. Gisèle Jourdain. Professeur, merci des réponses brillantes que vous apportez à nos interrogations. Moi, je souhaiterais simplement dresser un constat. À la sortie de la guerre, un grand rêve, la création donc de l'État d'Israël, la création d'un État palestinien donc indépendant, et au-delà de ça, un regard qui me semble porteur de perspectives dans un devenir et aussi de doute et d'interrogation, c'est-à-dire un statut particulier pour Jérusalem, puisque c'était donc le corpus sepuratum sous contrôle donc international. Quand on voit aujourd'hui la situation telle qu'elle est, avec un peuple quasiment assiégé, avec des murs qui s'érigent pour pouvoir séparer les populations entre donc Palestiniens donc, et Israéliens, mais on est loin de ce que nous avions souhaité. Je crois qu'aujourd'hui, on n'entend pas assez la communauté internationale et je crois qu'il est grand temps de bien montrer que ce n'est pas du tout cela que nous souhaitions et qu'à un certain moment donné, lorsqu'on voit comment Israël aujourd'hui, bon, la situation dans laquelle il est, il ne peut que jouer le temps et jouer la montre pour éviter que la solution à deux États, puisqu'on le voit avec l'occupation des territoires qui s'accélère et qui continue. Hein. C'est quelque chose, je crois, aujourd'hui, contre le... Nous devons nous élever. La création de ces États, elle a été un moment symbolique. On a voulu donner des gages. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec d'une volonté internationale qui s'est faite le jour au sorti de la guerre. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le professeur, que peut-être revenir, puisque quand on voit la situation de Jérusalem, je ne reviendrai pas sur les épisodes de l'esplanade des mosquées, etc., que nous avons tous en mémoire, et les attentats qui se produisent quotidiennement, peut-être est-il venu le temps de redire que ces solutions qui paraissent lointaines dans le temps, elles sont peut-être d'actualité. Merci. Que je réponde à ces deux questions, qui revient sur une réponse que je n'ai pas faite tout à l'heure. C'est la question de Raymond Aron que vous m'avez posée. Moi, je répondrai en bottant en touche en disant « Heureusement que je ne suis pas un décideur politique ». Parce que justement, toute décision est en quelque sorte mauvaise dans le contexte d'aujourd'hui où l'absence de décision
Et d'ailleurs, je dirais, pour saluer le Sénat, que la question palestinienne est la démonstration de l'erreur de la théorie des présidents Cueil, qu'il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne permet de régler un jour. Ben, ce n'est pas le cas. De ce point de vue, en ce qui concerne Israël-Palestine, il y a une hypocrisie internationale. Ce qu'a fait la volonté internationale, c'est de définir le droit par un jeu de résolution de l'ONU, pas seulement la 242, mais il y en a un certain nombre d'autres du Conseil de sécurité, en particulier sur Jérusalem, mais aucune des résolutions de l'ONU sont sous le chapitre 3. Et c'est volontaire. Le chapitre 3, c'est celui qui donne possibilité d'appliquer par la force. Non, chapitre 7, oui, pardon, c'est lapsus. Chapitre 7. Donc, vous pouvez définir le droit, mais si vous ne vous donnez pas les moyens de l'appliquer, c'est notre problème. Vous avez, sur l'islam, parfaitement raison sur la faiblesse théologique du sunnisme et combien le salafisme est un appauvrissement de la théologie. Mais le salafisme, il n'a pas né avec l'Arabie saoudite. Il naît déjà il y a plus d'un siècle. Donc, cet appauvrissement intellectuel, moral, etc., que représente le salafisme, est une véritable catastrophe par rapport à la richesse qu'avait le modernisme de la même période. J'ai toujours eu des doutes sur le fait qu'on mettait le salafisme sur le dos des Saoudiens, même si eux sont pratiquement salafites, dans la mesure même où le salafisme existait avant l'Arabie saoudite, il était déjà diffusé ailleurs que dans la péninsule arabique, et que, bon, certes, la propagande saoudienne à une certaine époque a joué, mais ça n'a pas suffi, loin de là, parce que ça correspondait à des attentes de fractions conséquentes des populations, ne serait-ce que par sa simplicité. Le pétrole pas cher en 1945, non. L'économie pétrolière était à cette époque une économie cartélisée et régulée par les majors. En fait, la stratégie américaine en 1945 n'était pas celle-là, c'était de reconstruire l'économie européenne par le plan Marshall sur le pétrole arabe. Et ça, c'est marqué noir sur blanc dans les pensées des stratèges américains 1945-1947. L'Europe ne se reconstruira qu'avec le pétrole du monde arabe. Il ne s'agissait pas d'exporter ce pétrole vers le continent américain. Donc ça, c'est un point. Bon, aujourd'hui, oui, il y a des tensions fortes. Il y a une question de volonté qui est plus compliquée que ça. M. Obama pense que les États-Unis n'ont pas intérêt à s'engager dans une guerre et il essaye d'en faire le moins possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne renonce à tuer les drones. Il les a utilisés absolument systématiquement. Et puis surtout, les instruments sont toujours là. La question américaine est plus une question de volonté d'utiliser des instruments que de non-existence de ces instruments. Ça veut dire tout simplement, la 6e flotte, elle est toujours en Méditerranée, et la 5e, elle est toujours dans l'océan Indien, et le CENTCOM est toujours au Qatar. Donc rien n'a bougé dans le dispositif militaire américain, même si Obama, lui, il aurait préféré déplacer ça vers la mer de Chine. Voilà. Donc ça veut dire que ses successeurs, parce que maintenant il n'en a plus que pour 1 an, et 10 jours à peu près, 8 jours, pardon. Donc ses successeurs auront toujours les mêmes instruments qui ne seront pas été déplacés. Et en tout cas, pour l'état actuel de la campagne électorale américaine, même Mme Clinton, aussi bien que les républicains, ont des positions, entre guillemets, plus dures dans la campagne électorale que celle du président Obama. Alors, pour les Saoudiens, la question, c'est aussi la question de la succession. Parce que là, elle est entamée, puisqu'il y a un changement de génération dans la dynastie, qui semble qu'il y a des fortes tensions
à l'intérieur de la famille royale, mais on n'en sait pas plus. Merci. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce que disait Madame Jourdain. Je vais laisser la parole à Claude Malhuret. Je vais vous prier de m'excuser. C'est mon vice-président, le vice-président de notre commission, le premier qui va présider. Claude Malhuret. Est-ce que j'interviens après le changement de président ? Vas-y. Monsieur le professeur, on a beaucoup de raisons d'alimenter les motifs de désespoir. Moi, je voudrais me poser la question des éventuels motifs d'espoir. Vous nous avez rappelé avec beaucoup de pertinence la tradition d'interventionnisme dans la région. Elle est tellement développée aujourd'hui que le monde entier pratiquement est en train d'intervenir, depuis les États-Unis jusqu'à la Russie, etc., etc. Donc le monde entier est autour de ce conflit en Syrie et en Irak et au-delà. Les guerres, même les guerres de 30 ans, que vous avez citées comme exemple, finissent par se terminer un jour. Et en général, elles se terminent avec les diplomates. Or, ma question, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation où on sent un frémissement et un retour, pour la première fois, de la diplomatie. Pour différentes raisons, vous en avez évoqué certaines, et vous avez tout à fait raison. Premièrement, parce que tous les protagonistes s'aperçoivent désormais que la solution qu'ils privilégient ne sera pas adoptée et qu'il va falloir faire des compromis. Les Occidentaux, par exemple, voient bien qu'ils soutiennent des rebelles qui, au départ, étaient les printemps arabes, peut-être démocratiques, vous avez mis ça entre guillemets, etc. Ils s'aperçoivent que, d'une part, ils sont sur le recul depuis l'intervention russe, deuxièmement, qu'ils se radicalisent de plus en plus et que ça pose un problème de gouvernance future. Les Russes et les Iraniens s'aperçoivent qu'à grands frais, ils sont en train d'essayer de maintenir, mais que la fin, leur solution sur le maintien du régime Assad est impossible. Ils sont en train de s'en apercevoir. La deuxième raison, c'est celle que vous avez dite. Le pétrole, avec un prix qui a été divisé par 3, fait que les belligérants locaux n'ont plus les moyens. L'Arabie saoudite a un budget en déficit de 30% cette année pour la première fois de son histoire, etc., etc. Donc les Russes, évidemment, n'ont plus les moyens, avec ce prix du pétrole et des sanctions, de continuer longtemps ce qu'ils sont en train de faire. Ils montrent les muscles actuellement et tout, ils soutiennent le régime, mais ça ne va pas pouvoir durer longtemps, vous l'avez rappelé. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de s'apercevoir, localement ou internationalement, qu'il va falloir causer. Moi, j'en vois les signes. Je me permettrai, si vous le voulez, d'avoir une petite divergence avec votre analyse sur trop d'interventionnisme de Bush et pas assez d'interventionnisme d'Obama. Moi, je raconterai l'histoire peut-être en 3 phases. Trop d'interventionnisme de Bush, encore que sur l'Afghanistan, on peut se demander ce qui se serait passé s'il n'était pas intervenu. Il y aurait eu un vivier et un pays pour les talibans et pour Al-Qaïda. Mais enfin bon, sur l'Irak, d'accord. Donc trop d'interventionnisme de Bush. Pullback d'Obama à la suite des échecs de l'Afghanistan et de l'Irak. Mais depuis quelques mois, un retour, enfin il suffit de regarder la télé, on voit Kerry depuis quelques mois, on voit John Kerry absolument partout, un retour de la diplomatie américaine et donc de l'interventionnisme américain, sauf que ça n'est plus sur le plan militaire, à part l'intervention, les drones, etc., mais essentiellement un accent mis de façon très très forte sur la diplomatie. Et quand la diplomatie américaine se met en marche, évidemment ça fait d'où l'accord sur l'Iran, qui était quand même pas du tout donné à l'avance, qui a été effroyablement long, compliqué, mais les Américains y sont arrivés. Vous interprétez cela en disant ça a relancé évidemment l'antagonisme Iran-Arabie saoudite, mais en même temps, ça a permis que pour la première fois, on commence à se causer. Ça a permis la conférence de Vienne, c'est là-dessus que je voulais en venir. Il n'y aurait pas eu de conférence de Vienne s'il n'y avait pas eu l'accord sur l'Iran et le fait qu'on ait appris à se parler entre les uns et les autres. Même aujourd'hui, avec l'histoire de l'Arabie saoudite et de l'Iran qui aurait pu, dans une autre période, se dérouler sur un thème très conflictuel. Aujourd'hui, on sent bien que les dirigeants d'Arabie saoudite et d'Iran, d'ailleurs le prince Salman l'a dit textuellement, nous n'allons pas faire la guerre à l'Iran à cause de ce qui se passe en ce moment, quelle que soit la violence verbale. Donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que le fait qu'un jour ou l'autre, il faudra en venir à la diplomatie, est-ce que malgré toutes les difficultés, on n'est pas en train d'arriver à cette phase, pour toutes les raisons que vous avez et que je viens de rappeler? Est-ce qu'il y a là un motif d'espoir ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir encore attendre, vu la situation sur le terrain, des années et des années pour parvenir à cela? Moi, je vois quelques perspectives au niveau de la diplomatie.
Vous voulez peut-être répondre Oui, très rapidement, vous avez certainement raison. D'ailleurs, la discussion qu'il y a sur un projet de solution politique à la question syrienne en est le signe. Et pour le reste, tous les facteurs que vous avez énoncés sont... De plus, vous avez raison, parce que dire Bush-Obama, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où la politique d'Obama avait suivi celle des dernières années des présidents Bush. Donc la rupture était moins forte qu'on l'a pensé, parce que c'est Bush qui a annoncé que les États-Unis quitteraient l'Afghanistan et l'Irak. Donc de ce point de vue, en effet, l'opposition est trop simple. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la capacité des acteurs internationaux d'avoir une action sur le terrain. Vous avez des dizaines et des centaines de milices qui se battent en Syrie, Irak, et si vous n'avez pas l'intervention de forces d'interposition puissamment armées avec un mandat leur permettant de se battre, je ne vois pas comment ces forces, enfin comment on pourrait régler la situation concrète dans la myriade des petits acteurs qui sont sur le terrain, et je ne vois pas où on aura ces dizaines de milliers de soldats. Prenez l'exemple du Kosovo. Les troupes occidentales y sont encore. Hein. Donc, je veux dire, un règlement politique qui n'implique pas l'envoi de milliers de soldats armés sur le terrain, ça ne marchera pas à mon avis, mais je ne vois pas où on trouvera ces forces armées. Merci. On va peut-être, compte tenu de leur regrouper les 4 dernières questions. Michel de Messine, tout d'abord. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais remercier Monsieur le Professeur pour la clarté de son propos. C'est surtout son déroulement historique qui remonte au 19e siècle. C'est très intéressant et finalement assez court pour bien comprendre les choses. Et justement, je pense que ça devrait permettre d'avoir une meilleure vision pour voir quelles sont les erreurs qu'il ne faudrait pas recommencer. Et donc, et pour trouver la sortie de crise que vous ne pouvez pas donc, nous énoncer, mais enfin qui reste quand même le point le plus important aujourd'hui. Moi, j'aurais 2 questions plus une remarque. Dans ce déroulement, justement, vous faites peu référence, même si ça a été fait, à l'interaction des enjeux économiques, et notamment dans cette région-là, non seulement d'une religion, mais aussi la présence de richesses pétrolières et gazières qui font marcher le monde aussi. Donc je pense que c'est peut-être aussi important de revenir là-dessus. Ensuite, j'aurais une autre question, mais peut-être vous ne pourrez pas répondre, mais en tout cas, moi, elle me taraude, c'est qu'on n'en a pas fini des conséquences de cette situation hein, qui nous mène à la situation d'aujourd'hui. Et on vient de découvrir avec effroi un phénomène nouveau qui est celui des agressions sexuelles de masse qui ont existé, c'est vrai, en Égypte, à laquelle on a fait peu attention, qu'on vient de découvrir là maintenant à Cologne et qui nous interpelle vraiment parce que jusqu'où la dégradation va et en plus ça quand même ça complique encore plus la compréhension de toute cette situation. Et ma dernière remarque, c'est par rapport au lien que vous avez fait entre zone de développement et zone tribale. Et en réfléchissant au fait, mais comment, du coup, agréger le phénomène nouveau des jeunes des banlieues. Moi, je pense que justement, il y a peut-être un lien très culturel très fort entre communautarisme et zone tribale, qui pourrait peut-être mieux comprendre. Merci, André Triard. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, j'ai une question qui est satisfaite, parce que je voulais vous faire parler d'économie. Vous avez parlé, vous l'avez développé. J'en ai une deuxième, qui est un rappel que je vous fais sur les zones tribales, particulièrement au Pakistan et en Afghanistan, puisque c'est à cheval sur les 2 pays. Ce sont des zones que les Anglais n'ont pas réussi à civiliser sur la deuxième partie du 19e siècle. Mais ces zones tribales ont une particularité, c'est qu'elles sont un territoire où s'est développé, et aujourd'hui, je prends l'exemple du Pakistan, la moitié des enfants scolarisés le sont dans des écoles
coraniques, les madrasas. Et dans ces écoles coraniques, je ne pense pas qu'on apprenne la paix dans ces pays-là. Donc ma question est la suivante. Dans un pays comme la France, et je prends le conflit avec les Allemands, ce sont quand même nos dirigeants qui ont dit qu'il fallait qu'on se réconcilie et qui ont organisé les choses. Si on continue à fournir des futurs combattants par une éducation qui n'est pas faite, le risque me paraît être sans fin. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Peut-être assez de questions, puis on prendra les deux dernières pour conclure. Effondrement de la rente pétrolière, augmentation des circuits de la vente d'armes. La Russie, visiblement, essaie de se refaire un peu d'argent en vendant massivement de l'armement. Donc, dans l'affaire syrienne, il y a aussi une démonstration. Mais c'est un peu aussi notre affaire à nous. On a démontré les capacités du Rafale, ce qui a permis aussi d'intéresser un certain nombre. De ce point de vue, bon, l'islam c'est complexe, je ne sais pas ce que c'est en un sens, parce qu'à la limite, l'islam c'est ce qu'en font les musulmans, et que vous avez une variété considérable de musulmans, et donc une variété considérable d'islam. De ce point de vue, en effet, vous avez cet islam qui est en quelque sorte un islam hérité de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire la constitution d'un contre-projet par rapport à la culture occidentale et la domination occidentale, un contre-projet semi-utopique, parce que c'est absurde de vouloir revenir au 7e siècle pour résoudre les problèmes du 21e siècle. Et c'était une des clés du printemps arabe qui a malheureusement avorté, parce que en 2011-2012, en tout cas en Égypte, à Paris, on pouvait démontrer que l'islam n'était pas la solution. Et le coup d'État en Égypte a empêché de démontrer cela. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a pas été bon. Cela dit, je vous rappelle que c'est au lendemain des guerres de religion que les Lumières se sont allumées en Europe. Et justement par rejet de ce qui s'était passé dans les guerres de religion, ce que jadis on appelait la crise de conscience européenne, un livre célèbre. Et dans ce sens-là, sans pouvoir évidemment de faire des prédictions dans les boules de cristal, nous avons quand même aussi des myriades de petits signes dans les sociétés musulmanes d'apparition de gens qui contestent la domination religieuse, la multiplication des affaires dites de blasphème, les procès d'atteinte à la religion qui se multiplient. Bon, ce sont des indicateurs qui montrent que quelque chose est en train de se produire. Je ne peux pas dire plus, je ne peux pas vous dire ils vont se laïciser, ça j'y crois pas, mais je veux dire, il y a quand même des indicateurs qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans ces sociétés qui est différent. Moi, encore une fois, ce que je crois, c'est que la volonté la plus élémentaire des populations, qu'elles soient musulmanes ou non, c'est de vivre une vie normale et décente, et que c'était le moteur de 2011, et c'est le moteur de la grande migration actuelle. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas leur assurer ça en Europe, mais ça c'est un autre sujet. En ce qui concerne les agressions sexuelles, vous avez parfaitement raison, c'est des choses qui étaient très montées en Égypte et qu'on ne s'attendait pas à voir venir ici. Ça rappelle un élément simple parce que c'est une combinaison d'éléments anthropologiques et d'éléments économiques qui fait que le freinage démographique de cette région du monde s'est fait en propulsant l'âge au mariage au-delà de 30 ans. Et comme vous mettez en même temps une morale sexuelle impitoyable, l'un dans l'autre, vous créez une frustration sexuelle absolument épouvantable qui est un des moteurs de la violence. Il suffit de voir d'ailleurs tout l'aspect sexuel qu'il y a dans le djihadisme et on voyait ça déjà dans l'Algérie des années 90, pour voir évidemment qu'une partie de cette violence vient de ces ensembles de frustration. Et je dois dire aussi
que les migrants, ou certains migrants, pas tous les migrants, mais certains migrants, passent par de telles épreuves humaines dans leur traversée vers l'Europe que certains perdent beaucoup de moralité. Moi, ça me rappelle le film magnifique d'Elia Kazan, America, qui raconte l'odyssée d'un jeune Arménien vers l'Amérique et finalement il n'arrive à faire des choses épouvantables pour pouvoir arriver à Ellis Island. Ça se passe avant 1914. America, c'est un peu aujourd'hui la situation de ces populations qui affluent vers l'Europe et nous avons des gens qui perdent beaucoup en route. Merci. Alors encore deux brèves questions compte tenu de l'heure. Christiane Camerman et Jacques Legendre. Christiane. Merci Monsieur le Président. Bien sûr, la salle est presque vide. C'est la fin et c'est normal. Et merci Monsieur le Professeur pour cette intéressante réunion. Je voulais j'ai entendu deux mots de votre part au sujet du Liban. C'est pourtant un pays très important. Et je sais que vous n'avez pas une boule de cristal à côté de vous pour répondre aux questions, mais tout de même, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'avenir proche de ce pauvre pays très touché de par les années récentes. Et puis, que pensez-vous aussi d'un avenir lointain? Tout à fait récemment, nous sommes allés avec le président du Sénat et quelques sénateurs au Liban pour demander aux politiques de bien vouloir faire quelque chose de plus pour avoir un président de la République qui manque depuis longtemps et un gouvernement plus efficace avec un président du gouvernement qui voulait s'en aller et que nous avons pu lui faire comprendre qu'il fallait absolument rester. Le peuple a peur, le Liban est mal placé, il y a eu des ordures qui restent depuis 4 mois. Donc ça engendre des maladies, beaucoup de choses, beaucoup de difficultés pour les Libanais, beaucoup de souffrances qui ont été suivies pendant la guerre et qui recommencent, beaucoup de chômage, pas d'argent, etc. Et dernière question, pensez-vous que le Liban risque de redevenir une grande Syrie? C'est tout. Merci Jacques Legendre, enfin. Comme ça l'était. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous avez souligné dans votre passionnant exposé la différence entre Al-Qaïda et puis Daesh, en montrant qu'Al-Qaïda installait des foyers de terrorisme et que Daesh avait une conception territoriale. Ne pensez-vous pas que tout ceci conduira à remettre en cause les États tels qu'ils sont géographiquement constitués actuellement au Moyen-Orient, en particulier ce qui ressort finalement quand même des volontés coloniales, entre guillemets, la ligne Saïx-Picot, etc. Est-ce que l'Irak, en tant que tel et dans ses frontières, a un avenir? Est-ce que la Syrie ne verrait pas ses limites modifiées dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que la Jordanie a une chance d'exister dans l'avenir? Est-ce qu'il ne faudra pas débattre de tout ça lors d'une négociation globale de remise en ordre de cette zone? Bon, sur le Liban, c'est vraiment le pays qui a intégré le plus le discours de l'ingérence et de l'application, au point qu'on peut dire que pour tout Libanais, il y a une seconde patrie, en tout cas pour toute la classe politique libanaise, il y a une seconde patrie, quelle qu'elle soit, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Et en ce sens-là, le jeu politique libanais est un jeu qui est plus pour les autres que pour les Libanais eux-mêmes. Il suffit de lire la presse libanaise pour voir comment ils intègrent en permanence ces jeux de relations internationales, ce qui fait que d'ailleurs le Liban est le seul pays au monde où les ambassadeurs ont encore une importance. Il suffit aussi de voir la presse, même francophone, qui vous indique de ce point de vue-là. Le seul motif d'espérance au Liban, c'est qu'ils ont eu la guerre entre 1975 et 1990 et que chacune des parties joue une stratégie au bord du gouffre, mais n'a pas envie de sauter dans le gouffre. Donc il y a un mécanisme qui les amène à s'arrêter au bord de la catastrophe. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que ça se poursuive.
Bon, les frontières, question classique, traditionnelle, bon, rappel pédant, Sykes-Picot, non, c'est pas Sykes-Picot, c'est San Remo, parce que les lignes San Remo, c'est très différent des lignes Sykes-Picot. Et d'ailleurs, très curieusement, l'État islamique correspond à l'une des zones des accords Sykes-Picot. Géographiquement parlant, c'est assez amusant quand on compare la carte Sykes-Picot et la carte actuelle. C'est pour ça que j'avais fait un papier ironique en disant comment Daesh rétablit Sykes-Picot et ne l'abolit pas. Donc, de ce point de vue-là, vous avez deux choses. D'abord, l'histoire de l'abolition de la frontière syro-irakienne, c'est de la foutaise. Daesh Irak est composé exclusivement d'Irakiens. Daesh Syrie est composé majoritairement de non-syriens. Donc on voit tout de suite que la frontière fonctionne. Et d'ailleurs, vous avez toujours des gens qui font des droits de douane ou des raquettes à la frontière, même si elle a été abolie. La Jordanie, bon, vous savez, si vous ouvrez les archives, vous verrez que depuis 50 ans, 60 ans, les gens diront la Jordanie, ça ne mérite pas d'exister, ça va logiquement disparaître dans 10 ans. Si vous ouvrez la bibliographie, vous verrez le nombre d'ouvrages qui vont vous expliquer que l'Arabie Saoudite, ça ne peut pas tenir et que ça va disparaître dans les 5 ans à venir. Donc, ça fait des décennies que ces gens sont censés disparaître dans les années à venir et ils sont toujours là. Ce qui m'amène à revenir sur la question kurde. En effet, les Kurdes, oui, là, il y a un facteur éventuel de changement et de déplacement de frontières, mais apparemment, on n'y va pas. Parce que la Turquie, qui est plutôt alliée avec les Kurdes d'Irak, plutôt hostile aux Kurdes de Syrie, enfin bon... mais quand même son interdiction à la constitution d'un État kurde, Bagdad n'en veut pas non plus. C'est pas aussi évident que ça qu'il y a un État kurde. En revanche, dans une cadre d'une solution politique, vous pouvez avoir des structures d'extrêmement forte autonomie. Donc, dans le règlement politique, on peut imaginer en effet de vastes mouvements de décentralisation politique à l'intérieur des frontières héritières de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est logique. Ce qui est plus inquiétant sur le terrain, ce n'est pas la remise en cause des frontières, ce sont les déplacements de population en Syrie et en Irak qui tendent à être des nettoyages ethniques, ou confessionnels, ou religieux, ce que vous voulez, et ça va plutôt dans une approche d'accélération ces derniers mois. Donc, on imagine très mal le retour de population dans des zones où elles ont été chassées, parce que les rapports avec les gens qui occupent le terrain et qui sont armés ne seront pas faciles. Et encore une fois, on ne voit pas comment les gens peuvent revenir si vous n'avez pas une présence militaire internationale extrêmement forte de dizaines de milliers d'hommes armés. Et encore une fois, je ne sais pas où on peut les trouver. Ce qui a des risques terribles, c'est de voir des populations entières massacrées dans les mois à venir en Syrie, qu'elles soient sunnites, alaouites ou autres, parce que si vous ne les expulsez pas sous forme de migrants, ben vous allez les massacrer, ou vous passez par des formes comme l'usage de la famine, comme on a pu voir un certain nombre de cas dans les affaires syriennes d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, je voudrais reprendre des formules qui sont pratiquement celles du sapeur Camembert, même si ce ne sont pas du sapeur Camembert, mais qui résument à peu près la situation. Tout est dans tout et réciproquement. Dans la région, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas isoler un facteur parce que tout est absolument entremêlé. Et la seconde formule, c'est quand on passe les bornes, il n'y a plus de limite. Or, on a passé les bornes, et d'où l'extrême violence, les massacres, les destructions, les pertes d'humanité dans lesquelles, face auxquelles nous sommes aujourd'hui.
Merci, monsieur le professeur, de nous avoir donné un éclairage. Je ne sais pas si on peut puiser dans vos propos des éléments d'espérance pour demain, mais enfin, disons que on ira trouver un peu plus de connaissances pour nous retrouver et mieux comprendre ce qui s'y passe. Et merci aussi de la dimension historique, car je crois que dans une région qui est secouée par autant de soubresauts, il est toujours important de regarder comment les choses sont arrivées. Merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de cette communication. Merci, mes chers collègues. Je vous remercie de votre invitation.